Pendant ces années d'aidance, je me suis retrouvé seul. Pourtant, j'étais médecin et j'avais pas mal de connaissances autant administratives que médicales, mais je me suis retrouvé totalement seul, démuni dans une maison où je savais pas du tout quoi faire et j'étais aidé de mon père et de mon frère, on était tous les trois aidants. Et souvent, j'ai eu envie d'hurler pour faire comprendre que c'était l'enfer, que je me sentais abandonné. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé, bonjour et bienvenue, c'est la journée nationale des aidants aujourd'hui et je reçois ce matin Vincent Valenduc, bonjour et bienvenue. Bonjour à tous. Médecin généraliste et visage familier de ceux qui se réveillent sur la télévision de service public puisque vous êtes le consultant santé de Télématin et vous publiez « Je suis devenu le parent de mes parents » aux éditions Stock que vous montrez à la caméra parce que les aidants, bien aujourd'hui, c'est votre troisième Ikigai. Et oui, c'est mon troisième Ikigai, il m'en fallait un, j'en ai trouvé un et il est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous appelez un Ikigai ? Alors l'ikigai, c'est une conception un peu japonaise qui raconte que lorsque vous levez le matin, vous vous levez pour une bonne cause, pour quelque chose qui va vous faire du bien, mais aussi aux autres et qui va permettre, en fait, c'est une forme d'équilibre dans votre vie. Donc aujourd'hui, voilà, mon Ikigai, c'est celui-là, c'est celui de mettre un peu en lumière les aidants et puis et de porter ce combat avec eux. Et ça fait longtemps, écrivez-vous, que vous aviez envie de porter la voix des aidants, les héros du quotidien. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous étiez prêt justement d'être leur porte-voix ? Ça fait un petit moment que je suis aidant. Enfin, moi j'ai été aidant pendant 14 ans auprès de ma jeune maman qui a eu une maladie apparentée à Alzheimer qui a commencé à 50 ans et qui nous a quittés l'année dernière, le 21 avril, à l'âge de 64 ans. Et donc en fait, pendant ces années d'aidance, je me suis retrouvé seul. Pourtant, j'étais médecin et j'avais pas mal de connaissances autant administratives que médicales, mais je me suis retrouvé totalement seul, démuni dans une maison où je savais pas du tout quoi faire et j'étais aidé de mon père et de mon frère, on était tous les trois aidants. Et souvent, j'ai eu envie d'hurler pour faire comprendre que c'était l'enfer, que je me sentais abandonné. Et je me suis dit qu'il fallait que je porte un peu cette voix avec, alors j'ai des petites épaules, mais je me suis dit qu'il fallait quand même que j'aide un peu. J'avais une petite exposition médiatique, j'ai vécu quelque chose de très douloureux, comme 11 millions d'aidants. Effectivement, ma maman, c'était une maladie neurodégénérative, mais ça touche des aidants qui sont apparentés à la maladie d'Alzheimer, même si c'était pas un Alzheimer. Effectivement, c'était pas un Alzheimer typique, c'était un apparenté, c'était un peu un mélange, alors je vulgarise, mais un mélange entre Parkinson et Alzheimer en même temps. C'est une maladie, effectivement, ce qu'on appelle une maladie apparentée. Il y a différents tableaux. Mais aujourd'hui, quand on parle des aidants, ça concerne des personnes aussi atteintes d'un handicap ou une personne en perte d'autonomie. On est 11 millions d'aidants, donc oui, j'ai eu envie d'apporter mon témoignage. Alors aujourd'hui, vous employez le terme aidant, mais à quel moment vous aviez compris que vous étiez un aidant et à quel moment vous avez mis un nom sur ce que vous viviez ? Écoutez, ma mère a commencé à tomber malade en 2009 et après quelques années, à force de manière très insidieuse, vous en faites de plus en plus pour l'aider, l'aider à s'alimenter, à se nourrir, à la changer, tout ça. Et à un moment donné, je regardais à la télévision un journaliste qui utilisait le mot aidant. Et vous savez, c'est comme quand vous cherchez le titre d'une chanson et que vous dites « il faut que je trouve le mot qui correspond à ce que j'ai dans la tête ». Et en fait, quand j'ai entendu le mot aidant, je me suis dit « mais voilà, c'est ça que je fais tous les jours au quotidien, de manière régulière, c'est aider. C'est mon nom, mon sacerdoce a un nom, je suis aidant ». Et qu'est-ce que ça a changé justement d'avoir ce mot ? Ça vous légitime dans ce que vous faites, c'est-à-dire que parce que pendant très longtemps, alors déjà c'est énorme, il y a beaucoup de culpabilité quand on est aidant, parce que vous avez l'impression de ne jamais assez en faire, alors que vous êtes déjà à 100%, mais vous avez toujours envie d'en faire 200, puis 300%, mais de toute manière, il y a une culpabilité. Et d'apprendre qu'on est aidant, ça permet un peu d'accepter, c'est-à-dire que le rôle que vous avez endossé, mais surtout de savoir qu'on est aidant, ça permet d'avoir accès aussi à des aides qui existent. Elles sont complètement éclatées. La cartographie des aides est monstrueuse, mais éclatée. Mais vous les connaissiez pas de toute façon. Non, mais pourtant j'étais médecin. Je commençais à l'époque où la maladie est arrivée, j'étais encore étudiant en médecine, et puis avec le temps, comme ça a duré 14 ans, j'ai un petit peu évolué, j'ai réussi à valider mes années, et je suis devenu médecin. Mais malgré le fait que je sois médecin, je ne connaissais pas toutes les aides qui existaient pour qu'on pouvait mettre en place, aussi bien humaines, matérielles, financières. Elles existent, ces aides. Sauf que le problème, c'est que la cartographie est éclatée. C'est extrêmement compliqué de s'y retrouver. Donc de savoir qu'on est aidant, ça permet de savoir qu'on peut avoir accès à des recours pour améliorer un tout petit peu notre quotidien. Alors non seulement les aides sont éclatées, mais l'administratif pour les obtenir est quand même plutôt pas tellement balisé. Il faut s'armer de... C'est l'enfer. C'est-à-dire que c'est un parcours c'est un parcours du combattant. C'est-à-dire que souvent, quand le temps de remplir un dossier, faire se remplir un certificat, de l'envoyer, ensuite parfois
vous appelez des services, vous tombez sur un répondeur qui vous dit d'appeler le lundi et le mardi matin de 8h à 10h, et puis que l'après-midi c'est fermé. En fait, moi, ma maman a eu la chance d'être accompagnée par mon père, mon frère et moi. Donc, famille soudée, il faut expliquer que déjà, au moins, vous étiez une cellule familiale vraiment soudée. Extrêmement soudée. C'est-à-dire que chacun a trouvé sa place de façon, on va dire, naturelle. Oui, de manière naturelle et entre guillemets normale. Nous, c'est comme ça qu'on l'a vécu. On a chacun défini notre position et ça s'est fait de manière assez instinctive. Mon frère et moi, on était assez au taquet sur tout ce qu'il fallait mettre en place. Mais je me suis dit, mais comment font les gens qui n'ont pas la capacité, enfin, soit qui ne sont pas aidés par des enfants, ou qui sont un peu plus avancés en âge et qui n'ont pas la capacité d'avoir accès à un ordinateur, ou d'avoir le temps de s'occuper d'eux. Et ça, finalement, ces gens-là, je les vois, moi, dans mon cabinet, parce que je suis quand même médecin avant tout. Et parfois, quand je reçois des couples d'une 70, 75 ans, que je vois une femme qui accompagne son mari qui a une maladie d'Alzheimer, ou un cancer, voilà, parfois, en fait, et qu'elle n'a pas d'enfant, et que c'est l'enfer pour elle d'aller mettre en place des demandes de la MDPH, la PA, la PCH, enfin, c'est hyper chronophage. Et souvent, les aidants, le problème des aidants, c'est qu'ils n'acceptent pas d'être aidés. C'est l'un des premiers problèmes. Et souvent, ils vont demander de l'aide quand ils sont déjà dans un état d'épuisement. Et quand je leur dis, mais en fait, très bien, ne tardez pas à demander votre aide, parce qu'entre maintenant et la validation, parfois, il s'écoule 4 à 6 mois. Et c'est 4 à 6 mois où vous allez encore plus sombrer dans la difficulté. C'est le cas de votre père, qui a commencé par refuser une aide extérieure à l'intérieur de la maison, et qui peut-être est mort de ça d'ailleurs, d'épuisement d'une certaine façon. Oui, voilà, j'ai perdu ma mère l'année dernière le 21 avril 2022. Mon père est décédé un mois et demi après, le 9 juin 2023, à l'âge de 67 ans. J'ai eu une année un peu dure l'année dernière. Effectivement, mon père était l'aidant principal de ma maman, et tous les deux ont eu un amour fusionnel, et comme... on avait beau voir des films au cinéma magnifiques, je pense que les plus belles scènes d'amour, j'ai vu celles de mes parents, tellement mon père était dévoué, et dans tous les sens du terme. Mais oui, ça lui a coûté, c'est-à-dire qu'il mettait sa vie de côté, le suivi médical, il le faisait plus trop, et pourtant j'étais sur son dos. Au bout d'un moment, je suis devenu aussi l'aidant de mon père, parce que lui aussi a commencé à être très malade. Ça a été dur pour lui d'assister à tout ça. Et donc oui, il est décédé. En fait, il y a un chiffre qui est assez glaçant. On dit qu'un tiers des aidants décèdent avant la personne qu'on aide. Et en fait, ce chiffre, ça fait froid dans le dos, parce que ce sont des personnes qui n'acceptent pas d'être aidées. Mon père, lui, me disait, mais non, c'est à moi, c'est mon rôle, en fait. C'est à moi d'aider maman, ta maman, de lui donner à manger, de lui changer ses couches. Et je lui disais, mais papa, non, c'est pas ton rôle. Toi, ton rôle... Souvent, ils deviennent infirmiers. Alors qu'on leur demande pas, oui. Pas que, c'est-à-dire c'est infirmier, kiné, aide-soignant, faire les courses, aide sociale, parce qu'en fait, vous remplissez aussi les formules. En fait, vous faites tout, mais sur 24 sur 24. Là où, moi, quand je travaille, je fais pas du 24 sur 24. Je travaille le matin au cabinet, 8h30, 19h, voilà. Et après, j'essaye de décrocher un peu. Là, quand vous êtes aidant, vous faites ça 24 sur 24. En fait, l'aidant, c'est un pivot dans le système de soins français. On sait qu'il y a 11 millions d'aidants en France. Ça représente 11 milliards d'économies chaque année. Et pour cette raison-là, parce qu'un aidant, ça fait toutes les fonctions. C'est pour ça que c'est important d'être aidé. Et ce cap d'accepter d'être aidé, c'est vital. Et mon père a vraiment eu du mal, parce que pour lui, c'était normal et biologique de ne pas être aidé. Vous aussi, mais ça, on en parlera tout à l'heure. On va parler des sujets qui fâchent, mais effectivement, vous dites que vous parlez de ce chiffre où de nombreux aidants décèdent avant la personne aidée. Vous dites qu'en fait, il faut déjà s'intéresser aux questions de succession. Oui. Alors ça peut paraître douloureux d'évoquer ce sujet-là, mais il faut le prévoir. Succession, c'est même... Quand je dis succession, voilà, c'est tout savoir qui prendra la suite, la protection. Exactement, parce que en fait, voilà, ma maman était très malade. Vous le disiez, mon père, lui aussi, sa santé s'est dégradée. À un moment donné, ça, on ne l'avait pas du tout anticipé avec mon frère. C'est que mon père est tombé malade, est allé en réanimation pendant 1 mois et demi, où il était dans le coma. Et on avait donc, mon frère et moi, tous les deux, on est très solides, un duo intouchable. On avait une jeune maman avec une maladie d'Alzheimer qui était en plus avec des hallucinations, qui criait jour et nuit dans la maison, et on n'en pouvait plus. Et puis on allait voir notre père en réanimation, qui du coup, on n'avait plus son avis, ses conseils. On a vécu l'enfer, et on a compris que peut-être on allait perdre notre papa en premier. Et on s'est dit, mais comment on va faire ? Et on n'avait mis aucune mesure de protection de notre maman, protection juridique, j'entends, habilitation. Enfin, nous, on a pris l'option habilitation familiale, parce que mon frère et moi, on s'entendait très bien. Et cette petite procédure administrative qui parfois prend 1 an, ça peut vraiment poser des problèmes, parce que dans le cas de notre situation, mon père et ma mère avaient acheté une petite maison ensemble,
il y a plusieurs années. Ils étaient tous les deux donc propriétaires de la maison. Et si mon père avait été parti le premier, on n'aurait jamais pu vendre la maison parce que ma mère n'aurait pas été en mesure de signer les papiers. Et donc, si on n'avait pas pris de mesures nécessaires avant pour protéger ça, en fait, si malheureusement mon père était parti le premier, on n'aurait jamais pu vendre la maison et récupérer cet argent pour s'occuper de notre maman. Donc voilà, c'est des choses, c'est jamais plaisant de projeter dans le négatif, mais il faut absolument y penser pour le jour où malheureusement ça pourrait arriver. Vous dites que être aidant, tant qu'on n'y est pas confronté soi-même, on peut certes l'entendre, mais on peut difficilement le comprendre. Est-ce que ça veut dire qu'il faut vraiment passer par là pour comprendre ce que c'est vraiment qu'un aidant ? Oui, alors je le souhaite vraiment à personne, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas passé par la case de l'aidant, vraiment, vous pouvez entendre un ami qui va vous expliquer par quoi il traverse et tout, mais le comprendre, c'est compliqué. Moi, j'ai eu l'impression d'appartenir à un club très sélect, où que seuls les membres de ce club pouvaient se comprendre entre eux, parce que moi, j'étais dans cette maison toute mignonne au Havre, petite maison, et quand j'étais à l'extérieur, très jolie, il y avait même un palmier devant la maison qui était tout mignon, mais quand on était à l'intérieur de cette maison, jamais on aurait pu, les passants qui passaient devant la maison, jamais ils auraient pu imaginer l'enfer qu'on vivait à l'intérieur, entre les lits médicalisés, la gestion, l'emploi du temps, 24/24. Donc oui, malheureusement, les seuls qui peuvent vraiment comprendre ce que c'est qu'aider une personne, ce sont ceux qui sont concernés, oui. Et en 14 ans, c'est vrai que les situations ont quand même beaucoup évolué. Hein. Entre le début, les premiers signes d'apparition de la maladie et la fin, votre rôle a changé. Oui, les dents... n'a plus été le même, en fait. Non, c'est ça. C'est-à-dire qu'au début, c'est pas grand-chose. Au début, c'est aller chercher, aller mettre une petite tasse de café, déclencher, allumer la télévision. Et puis finalement, de manière très insidieuse, la maladie prend de plus en plus de place. Ma mère oubliait de plus en plus tout ce qu'elle avait pu apprendre depuis son enfance, mettre un rond dans un rond, un carré dans un carré, ça, elle ne savait plus le faire. Et puis, du coup, votre niveau d'aidance, lui aussi, au fur et à mesure, il s'adapte, il augmente. Et puis, à un moment donné, il arrive que vous regardez tout le chemin parcouru et vous vous dites, mais mon Dieu, en fait, je fais tout. Enfin, moi, je divisais mon emploi du temps entre le cabinet, un peu d'activité aussi à Télématin, l'écriture des chroniques, plus la régulation au SAMU, puis après rentrer au WAF. Ce niveau d'aidance... Dans des villes différentes, c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Mes parents étaient au Havre avec mon frère sur place, et moi qui étais à Paris, je faisais des allers-retours tous les week-ends. Parfois, je n'allais plus au cabinet, je pouvais plus gérer les deux, je partais plus en vacances, bref. Mais effectivement, ce niveau d'aidance, en fait, il s'installe, vous voyez rien venir. C'est qu'à un moment donné, au début, c'est tout simple, et vous dites, je peux le faire. Et puis au fur et à mesure, vous sombrez. Et vous coulez aussi avec le bateau et la maison. Par exemple, vos collègues à Télématin le savaient, ou c'est quelque chose que vous gardiez pour vous ? Au début, je l'ai gardé pour moi. C'est-à-dire que je me suis dit qu'on avait tous nos problèmes et pas besoin de s'étaler. Et puis, il m'est arrivé d'appeler pour dire, en fait, là, je ne pourrais pas assurer la chronique de ce week-end parce que j'ai une complication. Moi, mon père est en réanimation, ma mère ne va pas bien, il faut que j'entoie. Et en fait... c'est devant la difficulté que vous êtes confronté et que vous devez dire, en fait, là, je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas le cacher. Et parce qu'en fait, la télévision, vous savez, vous êtes en direct à 6h30 du mat, et moi, j'avocat, vous devez sourire. Vous souriez. Oui, c'est la joie, la bonne humeur. Vous n'êtes pas là pour partager vos problèmes avec le téléspectateur. Non. Et en même temps, ça me faisait du bien de sortir un petit peu de ce milieu un peu douloureux. Mais comme vous, quand vous avez des problèmes, quand vous venez travailler ici, j'imagine que vous laissez vos problèmes chez vous et vous n'avez pas besoin d'aller raconter à vos auditeurs ce qui vous arrive. Donc, on fait tous le même rôle, sauf que quand vous endossez ce rôle du poker face, de rien montrer au niveau du visage et d'avancer, en fait, ça fatigue énormément et puis la charge mentale est monstrueuse. Et oui, c'est la journée nationale des aidants et on en parle avec quelqu'un qui est leur porte-voix aujourd'hui, Vincent Valinduc, que vous connaissez bien, médecin généraliste, aujourd'hui que vous retrouvez le week-end dans Télématin et qui publie « Je suis devenu le parent de mes parents » aux éditions Stock. Un double regard que vous portez sur la situation que vous avez vécue, celle de fils d'aidant et de médecin. Oui. Et pourtant, en tant que médecin, vous avez mis beaucoup de temps à accepter que votre mère soit malade. Oui, parce qu'en fait, quand la maladie a commencé, c'était en 2009, et moi, à ce moment-là, je reprenais à peine mes études de médecine, parce que moi, j'ai repris médecine sur le tard, j'avais 24 ans, donc quand les premiers symptômes sont apparus, je n'avais pas encore...
vraiment toute la sémiologie, tous les symptômes des différentes maladies neurologiques. Et pour moi, c'était pas possible qu'elle ait une maladie d'Alzheimer, du moins une maladie d'Alzheimer apparentée, qui a commencé à 50 ans. Pour moi, c'était pas possible parce que ça ne touchait que les personnes âgées, ce genre de maladie neurologique où on oublie les choses, on oublie mettre de la lessive dans la machine à laver. En fait, ça a commencé parce que au début, quand je révisais mes études, les cours de médecine, elle venait me voir 3 à 4 fois dans la journée pour me demander ce que j'avais envie de manger le soir. Donc au début, je me dis, c'est sympa, elle veut me faire plaisir. Elle veut me faire plaisir, elle vient voir si tout va bien dans la chambre, si je suis pas en train de craquer. Puis finalement, quand j'arrivais devant mon assiette le soir, ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais demandé dans la journée. Et je me suis dit, c'est une faute d'attention, de manque de concentration. Et puis finalement, d'autres symptômes ont commencé à apparaître. Et en fait, je n'ai pas compris qu'il se passait quelque chose de sérieux. Et puis au fur et à mesure, c'était de plus en plus important. Et je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Et étonnamment, plutôt que de réagir dans le bon sens et de lui prendre la main, non, j'ai ressenti énormément de colère. Je ne comprenais pas pourquoi elle oubliait tout ce que je lui racontais, pourquoi elle oubliait une simple information. C'était purement de la colère, mais pas contre elle. En fait, c'était contre ma peur. C'est le cas peut-être de certains qui nous écoutent, dont un proche a été atteint d'une maladie, du type de maladie d'Alzheimer, qui pensent qu'au début, la personne, elle le fait contre eux, en fait. Non, en fait, c'est ça la difficulté, c'est d'apprendre à... Alors cette colère, je pense qu'on a tous dû la ressentir, et moi je m'en suis voulu. Moi je faisais même des pièges. Vous avez surveillé votre mère, en fait. Je surveillais, c'est-à-dire que je cherchais la moindre erreur. C'est-à-dire que quand le téléphone sonnait, je descendais immédiatement la voir pour savoir « Allô, qui est-ce qui a téléphoné, maman ?» Je l'interrogeais un peu, et puis il fallait pas qu'elle se trompe, sinon ça m'angoissait. Et puis parfois elle réussissait 5 fois sur 6, donc ça allait bien, mais la 6e fois où elle se trompait, je me disais « mais il se passe quelque chose ». Mais elle avait mis en place des stratégies au début. Oui, elle mettait des stratégies, Au début, elle était consciente que quelque chose se passait chez elle. Ça aussi, il faut comprendre que pour ceux qui ont ce type de maladie, il y a une prise de conscience quand même. Et tout début, elle avait pris conscience quand même elle avait conscience qu'il se passait quelque chose. Donc elle avait mis une petite stratégie d'évitement avec des petits post-it à côté du téléphone où elle s'empressait de mettre un petit le nom de la personne qui avait téléphoné. Et puis quand je lui faisais remarquer qu'il se passait quelque chose, elle le prenait toujours un peu à la rigolade pour essayer de détourner un petit peu l'attention. Mais donc oui, les symptômes n'ont pas été évidents pour moi au début, et puis avec le temps, j'ai gravi au niveau de mes études, je suis devenu interne, et là je me suis dit qu'il se passait vraiment quelque chose. Donc on a mis en place, avec mon père bien sûr et mon frère, on a mis en place les premières consultations pour poser le diagnostic. Alors votre mère devient d'une certaine façon votre première patiente, mais il y a quand même une errance thérapeutique pour poser un diagnostic. Il se passe plusieurs années avant de comprendre précisément ce qu'elle a. Oui, alors il faut revenir quand même, il y a une vingtaine d'années en arrière, 15 ans en arrière, donc maintenant je pense qu'on est plus apte en tant que professionnel de santé à poser les diagnostics, mais d'une manière générale, tout ce qui est maladie neuroévolutive, ça ne se fait pas une consultation, c'est surtout, il y a une évolution, on va suivre l'évolution du patient, on va essayer d'examens complémentaires, et plus on va avancer dans le temps, plus on va avoir des examens complémentaires un peu plus ciblés, un peu plus poussés, pour les poser des diagnostics. Donc oui, il y a eu une forme d'errance un petit peu du diagnostic, parce que la première fois ça commence par le généraliste, et je me souviens très bien, mon père est allé chez le généraliste, avec ma maman, il a rapporté les faits comme quoi elle oubliait un peu les choses dans la journée, et puis quand il est revenu à la maison il m'a dit tout va bien, la tension est normale, ta mère va bien, et les fondamentaux vont bien. Mais oui, mais dans l'imaginaire des gens, quand la tension va, tout va bon, alors que moi au fond je savais quand même qu'il se passait quand même quelque chose il y avait quelque chose de sous-jacent, mais seul le temps nous a permis de poser un diagnostic. Et la difficulté aussi, quand vous avez un patient qui vient d'une 50aine d'années et qui vous raconte des pertes de mémoire, vous ne pensez pas toujours à une maladie neuroévolutive, vous allez penser peut-être à une dépression, il y a des symptômes, des diagnostics différentiels qui peuvent aussi causer des troubles de l'attention et de mémoire. Au départ, entre votre père, votre frère et vous, il y a un pacte. C'est le pacte de ne jamais l'institutionnaliser. Ouais. Ça, pour vous, c'était impossible de se dire à un moment donné, s'il le faut... Non, mais en fait, je le vois dans mes patients, je pense que quand on est aidant, on fait tous cette promesse. C'est ce que j'appelle la promesse dans le livre, c'est-à-dire que quand les premiers symptômes arrivent, et je vous en parlais tout à l'heure, au début, les symptômes, ça va, on peut les gérer, ça m'a l'air minime, mais vous ignorez l'évolution des autres symptômes et le temps que ça va prendre.
effectivement, au tout début, mon frère, mon père et moi, on s'est dit, il n'y aura pas d'institutionnalisation. Mais vous l'avez dit ou c'était tacite? C'était un peu tacite, mais à un moment donné, on a dit non. Enfin, aucun de nous n'avons voulu l'institutionnaliser. Je pense que c'était un peu une forme de remerciement. Ma mère a toujours été sacrificielle pour nous. Elle nous a toujours accompagnés. Elle était très complice. Elle mettait du rouge sur les genoux de mon frère quand il voulait pas aller à la piscine, quand il était en primaire, pour qu'il se fasse, pour que le prof dise bah non, il a une petite blessure, on va pas à la piscine. Elle me faisait mes tartes préférées. Bref, c'était une maman parfaite pour moi. C'était la meilleure maman du monde, comme toutes les mamans évidemment. Et je sais que si moi j'avais été malade, jamais elle m'aurait mis en institution. Donc de manière très naturelle, vous faites cette démarche et cette promesse. Maintenant, nous, on a réussi à pas l'institutionnaliser parce que on était soudés, on a réussi à mettre des aides en place, on s'est fait aider au maximum, mais parce qu'on a pu. Mais je veux pas qu'en fait ce livre, c'est pas un livre moralisateur. Je veux pas que les gens qui sont aidants actuellement se disent voilà, c'est ça la solution, c'est de pas institutionnaliser. Vous dites qu'il n'y a pas un guide pratique qui existe aujourd'hui. Chaque situation d'aide est unique. Est unique. Et parfois, moi, je le vois dans mes patients qui viennent au cabinet avec une part énorme de culpabilité parce qu'ils n'ont pas d'autre choix d'avoir recours à l'institutionnalisation. Et ben de temps en temps, il faut, si c'est nécessaire, bien sûr qu'il faut. Et l'avantage, parce que ça a quand même des avantages d'institutionnaliser, c'est que quand vous allez voir votre proche qui est malade, finalement, vous préservez uniquement les meilleurs moments et des moments d'échange et vous privilégiez les moments. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de règle. Chacun fait comme il peut avec les moyens qu'il a. Quand on est aidant, c'est extrêmement difficile et nous, on était proches, on l'entoure au maximum, mais il faut vraiment être aidé, c'est vraiment la clé pour vraiment être un bon aidant. Il faut aider les aidants. Vous êtes docteur. Au début, vous vouliez sauver votre mère à tout prix. Vous vous êtes mis en quête de l'antidote magique, ce que font aussi beaucoup de gens, souvent. Oui. En état de détresse ou de déni. Alors moi, je suis allé au bout du monde pour chercher l'antidote, mais au tout début, et pourtant je suis assez cartésien, moi tout ce qui est médecine parallèle, voilà, un peu miraculeuse. Pourquoi vous dites parallèle? Parce que souvent, au tout début, quand c'est pas sérieux, les gens imaginent qu'avec un peu des petites gouttes de je ne sais pas quelle fleur, on peut un petit peu améliorer la situation. Peut-être. Aujourd'hui, moi je suis un peu plus voilà, comme je vous dis, je suis assez cartésien, donc avant que tout n'arrive, avant que ça se développe beaucoup plus, j'ai commencé à chercher sur internet quelle fleur pourrait améliorer la concentration, alors que j'y croyais pas du tout, mais je me suis dit il faut que je trouve une solution. Bon, ça n'a pas fonctionné et étonnamment... Mais vous l'avez testé quand même. J'ai fait mes recherches. Ouais, et puis ça coûtait rien. Je suis allé chercher, je ne sais plus quel thé ou quelle tisane pour améliorer la concentration, la mémoire. Mais en réalité, sur des maladies neuro-évolutives, quand il y a un vrai problème au niveau neurologique de protéines anormales dans le cerveau, vous avez beau prendre un thé à base qui améliore la connexion des neurones, supposé améliorer la connexion des neurones, ça ne change rien bien sûr. Mais... je me suis dit, ça coûte rien. Voilà, l'envie de la potion magique, on a tous envie de soigner sa maman, de son proche malade. Non, mais vous êtes médecin, c'est pas pareil. À l'époque, j'étais pas encore docteur en médecine, j'étais encore en pleine étude et je me suis dit, c'est mon rôle de trouver cette solution. C'est-à-dire que j'étais encore tout jeune dans ma tête, je vous disais, j'étais pas encore docteur en médecine, donc voilà, je me suis allé chercher et j'avais beau lire des articles, tout ça. Et puis au fur et à mesure, je suis devenu docteur, mes connaissances ont évolué et puis on a aussi un peu plus appris sur la maladie de ma maman. Et étonnamment, quand je vous dis que je suis allé au bout du monde pour chercher le secret, c'est par là que je suis rentré à la télévision. Mais c'est vrai, et on apprend que c'est l'origine de votre début de carrière à la télévision. Mais sérieusement, parce que vous êtes parti comprendre la longévité des personnes qui vivaient le plus vieilles sur la planète. Oui, en fait, un matin, je vais au cabinet, je suis remplaçant dans un cabinet à Paris, dans le 17e, je reçois 2 mails de 2 amis différents qui ne se connaissent absolument pas, qui sont tous 2 médecins, qui sont abonnés à une revue, à un journal dans lequel il y a une annonce, une boîte de production, je recherche un médecin qui aime voyager et échanger, et le but c'est d'aller aux 4 coins du monde, dans les zones bleues, dans des endroits où des anciens n'ont aucune maladie, ont plus de 100 ans, et le but c'est d'aller découvrir le secret de la longévité, et en parallèle de pouvoir rencontrer les plus grands chercheurs du monde qui ont écrit sur cette longévité, cette bonne santé. Moi je le vois comme une évidence. J'ai une jeune maman qui a maintenant à peu près 57, 58 ans au moment où je reçois l'annonce. Et puis, j'ai cette possibilité d'aller aux 4 coins du monde pour peut-être découvrir le secret de longévité. Et en fait, je le vois comme une évidence. Et c'est par là que j'accepte de rentrer à la télévision en me disant, je vais aller au Japon, je vais aller au Costa Rica, je vais aller en Grèce, et puis peut-être que je vais trouver quelque chose. C'est assez utopique, c'était fou de le penser, mais ça m'a fait du bien de le faire en réalité. Qu'est-ce que ça a changé pour vous d'avoir un diagnostic sur ce qu'avait votre mère ?
Qu'est-ce que ça change ? Ça permet un peu d'acceptation, c'est-à-dire que... puis ça vous prépare aussi sur la suite, un petit peu implicitement, c'est-à-dire que vous comprenez qu'il n'y a pas de traitement sur la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. Aujourd'hui, on ne guérit pas, c'est pour ça que moi, la voix des aidants, j'ai envie de la porter, mais j'en suis une parmi tant d'autres. Mais je soutiens aussi la recherche, pour moi, qui est essentielle, parce que sinon, sans recherche, on ne peut pas trouver de médicaments. Donc, avoir un diagnostic, c'est savoir mettre des mots sur des symptômes, c'est savoir aussi, c'est améliorer aussi en tolérance, en acceptation de ce qui se passe aussi à la maison, et puis en compréhension, et puis pour aussi décider de tout ce qu'on va pouvoir mettre en place dans les jours et les mois et les années à venir. Alors, ce qu'on comprend dans votre livre, c'est que finalement, il faut accepter très vite d'être aidé, parce que être aidant, c'est épuisant. Oui. Et on s'en rend pas forcément compte de cet épuisement, et on peut perdre son discernement, expliquez-vous. Oui, parce qu'en fait, souvent, quand on est aidant, je vous le disais, on a l'impression que c'est normal et naturel. Mon père me dit, c'est à moi de faire ça, c'est à moi. Et je lui dis, mais non, papa, ce n'est pas à toi de faire ça. Et il faut être aidé. Et comme il voulait pas, il refusait, mon frère et moi, on était là au maximum, et ben on était en train de sombrer avec lui. Donc oui, la difficulté, c'est de comprendre ce rôle d'aidant, savoir qu'on est aidant, parce qu'en fait, ça vous permet de mettre en place des aides qui existent pour mieux accompagner la personne que vous aimez, qui est auprès de vous, qu'importe la pathologie dont elle souffre. Et ça, faut pas traîner, quoi. Alors, il y a toujours un temps d'adaptation. Ça fait partie des choses. Voilà, mon père, ça a été long, et je pense qu'on a mis 3 ou 4 ans. Qu'est-ce que vous avez utilisé comme stratégie pour le faire changer d'avis ? Alors, le cap principal, c'est l'auxiliaire de vie. C'est-à-dire que faire rentrer une personne extérieure dans une maison, c'était compliqué pour mon père, et ça l'est pour beaucoup de patients. Je le vois au cabinet. C'est difficile d'accepter qu'un ou une auxiliaire de vie rentre à la maison. Parce qu'il ne fera pas aussi bien, de toute façon. Voilà, il ne fera pas aussi bien, et puis c'est à moi de le faire. C'est à moi de changer ta mère, c'est à moi de changer les protections, c'est à moi de lui donner à manger. Et je lui dis, mais papa, en fait, si toi demain tu es malade, par qui tu préfères être changé ? Est-ce que tu veux que je change tes couches ? Ou tu préfères que ce soit fait par un professionnel de santé ? Et là, j'ai senti le déclic. Et il s'est dit, en fait, non, j'ai pas envie que ce soit mon enfant ou ma femme qui change mes protections, qui me donne à manger à la petite cuillère, voilà. Et en fait, c'est cette projection qui a autorisé le déclic dans sa tête. Et du coup, il a accepté qu'on fasse entrer des auxiliaires de vie dans la maison. Et d'ailleurs, cette petite ficelle, je l'utilise en consultation. Je le vois quand des patients refusent absolument d'avoir des auxiliaires de vie. Je me dis, mais en fait, mettez-vous à la place de la personne qui est malade. Enfin, est-ce que pour la dignité, on va parler de dignité, est-ce que vous préféreriez que ce soit un de vos enfants qui vous lave ou une personne dont c'est le travail et qui va gérer sans doute tout aussi bien que votre enfant ? Dans votre livre, vous portez la voix des aidants, mais vous portez la voix d'une profession qui est souvent très négligée et sur laquelle il n'y a pas beaucoup d'exposition, ce sont les auxiliaires de vie. Oui. Et vous expliquez comment on le devient, quel est leur rôle, et voilà. Et vous dites qu'il faudrait tous avoir une Sandrine dans sa vie. La Sandrine, Mary Poppins, l'auxiliaire de vie pour moi est une profession qu'il faut protéger, encourager, développer, mieux reconnaître, permettre la montée en compétences. C'est-à-dire que on a eu à la maison, effectivement, au début, 4-5 auxiliaires de vie qui se sont succédés. Bon, elles étaient toutes avec des formations un peu différentes. Elles savaient pas toutes faire des transferts pour porter maman, ce qui rendait dingue mon père. Et qui me disait, tu vois, j'ai fait rentrer du monde à la maison, mais elles savent pas faire. Et un jour est arrivée Mary Poppins, Sandrine, qui a changé la donne. Elle devait être l'auxiliaire d'une seule vie. Elle a été l'auxiliaire de nos 4 vies à nous tous, parce qu'elle nous a apporté de l'oxygène. Elle nous a autorisé du temps et du temps de plaisir avec notre maman, parce qu'en fait, pour le reste, elle s'occupait de tout ce que tout ce que moi je détestais faire. Je détestais lui donner à manger à la petite cuillère. C'était des moments que je me refusais, que je vivais très mal. L'habiller, tout ça, voilà. J'ai pas du tout apprécié ces moments-là, et Sandrine pouvait le faire. Elle nous a permis vraiment de l'oxygène. Donc il faut vraiment accepter les auxiliaires de vie. Voilà, porte-voix, vous êtes le porte-voix des aidants. Vincent Valinduc est avec nous. Je rappelle que vous publiez « Je suis devenu le parent de mes parents » aux éditions Stock. Vous expliquez comment le transfert s'est fait, comment vous êtes devenu le parent de vos parents. Ça se fait pas du jour au lendemain. Non, ça se fait pas du jour au lendemain, et c'est un peu... Voilà, ça aussi c'est insidieux, c'est-à-dire que ça vous tombe dessus, vous savez pas trop, puis à un moment donné vous vous rendez compte que vous prenez les rendez-vous de vos parents, de ma maman, moi je gérais toute la partie médicale, les infirmiers, le kiné, les rendez-vous chez le médecin, les échanges, tout ce qu'il fallait mettre en place, et mon frère lui gérait la logistique, parce que mon frère était d'une aide précieuse, on a été tous les deux à même hauteur dans notre implication
réanimation. Il gérait la logistique de la maison, transporter mes parents, transporter maman, faire les courses, repasser, tondre le jardin, enfin bref, il faisait tout. Et donc on devient, les rôles s'inversent à un moment donné. Eux qui étaient là pour me protéger et me conseiller et me soutenir dans ma vie, en fait, au final, de jeune adulte et qui grandit, les rôles s'inversent et assez tôt. Moi, j'ai eu des problématiques j'avais beau avoir la trentaine d'années, je m'occupais de mes parents qui étaient malades. Donc, effectivement, cette phrase, je suis devenu le parent de mes parents, je l'ai ressenti au fond de moi. C'est-à-dire que je pensais pas que ça me tomberait dessus aussi tôt dans ma vie de jeune adulte. Et ça a été extrêmement douloureux, oui. Quelque chose de fondamental, c'est qu'être aidant, c'est souvent s'oublier. Et pour être un bon aidant et le faire dans la durée, la chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est s'oublier. Non, il ne faut pas s'oublier et pour ça, il faut être accompagné ou être aidé. Il n'y a pas de solution miracle. Chacun trouve sa voie pour être le plus serein. Alors, c'est dur. Moi, quand on me disait « prends du temps pour toi », cette phrase me rendait dingue. Je n'avais pas de temps. Je ne savais pas où caler du temps pour moi. Ce n'était pas possible. Donc, moi, ce que j'ai pu trouver... c'est une psy, Églantine, ma psychologue, que j'ai un jour j'ai poussé cette porte un peu par hasard et ça a été un bien fou, c'est-à-dire que pendant 1 heure, je pouvais un peu mettre des mots sur ce que je ressentais, parce qu'en fait ce qui se passait, c'est que j'étais tellement en mode pilote automatique que tout ce que je faisais était totalement normal, alors que je vivais des choses juste lunaires et pas normales, finalement extrêmement douloureuses. Je lui déversais tout ce que j'étais en train de faire, que mon père était en réanimation, que ma maman était en train de m'oublier, qu'elle hurlait nuit et jour. Et je lui disais avec un regard totalement basique et simple. Mais au départ, vous ne lui avez pas dit pourquoi vous veniez la voir? Non, au début, la première fois que j'ai franchi la porte du psychologue, c'était pour des broutilles, des trucs rien à voir avec tout ça. Et un jour, elle me dit « Bon, ça c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Quand est-ce qu'on rentre dans la forêt, Vincent ?» Je dis « Quelle forêt ?» Elle me dit « Vous avez une jeune maman qui a une maladie d'Alzheimer, visiblement, et est-ce qu'on ne pourrait peut-être pas commencer par là ?» Ah ouais, peut-être. Effectivement, je me suis dit, elle était vraiment psychologue, elle avait compris. Mais oui, quand je suis c'est intéressant, hein. À quel moment on rentre dans la forêt? C'est un cap, c'est un sacré cap quand on rentre dans la forêt, parce qu'on n'a pas envie d'y aller dans cette forêt. Finalement, j'avais fait la démarche de pousser cette porte, mais j'avais vraiment pas envie de parler de ça, comme j'en parlais d'ailleurs à personne autour de moi, ni à mes amis, ni à mes collègues de boulot, parce que, encore une fois, c'était ma croix, et j'avais pas envie d'en parler, quoi. Et c'était votre croix? Ouais, c'était ma croix, c'est-à-dire que je me suis dit, on a tous nos problèmes, pour moi dans la vie, on a vraiment tous nos problèmes. Bon, là, c'était vraiment un gros truc comme sur les épaules, et heureusement qu'elle a été là. Enfin, moi, Églantine, je lui ai dit, c'est-à-dire qu'elle a été aussi... elle m'a permis de décharger, parfois, souvent tout le temps même, d'apaiser mon mental, parce que sinon je pense que j'aurais sombré. Je me refusais absolument de prendre des antidépresseurs, je ne voulais pas. Mais pourquoi? Avec du recul, est-ce que vous pensez que vous avez eu raison? Non, j'ai eu tort. Avec du recul, j'ai eu tort. Et pourtant, je suis pour les antidépresseurs quand ils sont nécessaires. C'est-à-dire que j'en prescris. Voilà, mais j'en prescris au cabinet. Je suis convaincu et je le vois quand je vois les patients qui ont pris les antidépresseurs et qui, avec une indication justifiée et que je vois leur amélioration. Je sais que c'est nécessaire, mais moi, j'ai eu du mal à passer le cap. Je n'arrivais pas à me faire à l'idée qu'il fallait que j'en prenne. Donc, je me suis dit, bon, ok, tu veux pas en prendre, mais pour prendre soin de ton mental, vois au moins un psychologue. Et donc, j'allais la voir très régulièrement. Ça aussi, je trouve que c'est une chance d'avoir pu payer une psychologue, parce que ça coûte un petit bras quand même. Enfin, je pense que si ça aussi, on pouvait... Du coup, ça va être 80 € ou 75 ou 80 là, €. Écoutez, moi je payais 60 € de l'heure. C'était au Havre? Non, c'était à Paris. Écoutez, c'était à Paris, c'était 60 € de l'heure. C'était Parcours Psy, là. Même pas, parce que ça c'est encore moins cher. Mais d'ailleurs, ça aussi c'est un sujet. Pour moi, il faut absolument aider les gens. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas les moyens d'aller voir un psychologue... C'est pas toujours pris en charge. Il faut avoir une bonne mutuelle. Mais même pour la mutuelle, c'est assez rare d'être pris en charge. La psychologue, les soins par la psychologue, c'est assez compliqué d'être pris en charge. Donc ça aussi, c'est une vraie question. Enfin, à un moment donné, vous avez une vraie souffrance psychologique et mentale et qui nécessite un accompagnement des aidants au niveau psychologique, c'est fondamental. Il faudrait qu'on parle d'un concept que j'ai découvert dans votre livre qui touche particulièrement les aidants, c'est ce qu'on appelle le deuil blanc. Alors le deuil blanc, ce qui touche les aidants qui sont notamment concernés par ce genre de maladie type Alzheimer, le deuil blanc, c'est que j'avais ma maman qui était en plus toute jeune et toute jolie, pas une ride, et qui avait encore la même odeur de peau, de cheveux, toute mignonne, mais qui en fait petit à petit son cerveau, moi je dis dans le livre que son disque dur s'effaçait et qu'elle commençait petit à petit à m'oublier. Et en fait le deuil blanc c'est ça, c'est que vous avez en face de vous la personne que
que vous connaissez, que physiquement est présente, mais qui n'est plus là, qui n'a plus de connexion, il n'y a plus d'échange. Elle est physiquement là, mais... Physiquement là, mais mentalement, il n'y a plus de connexion, il n'y a plus rien, ça c'est horrible. C'était très douloureux. Vous connaissez votre maman ? Sur la fin, non. En fait, avec le temps... Elle connaissait votre père ? Oui, alors mon père, c'est étonnant, il y avait une connexion avec mon père, et quand elle entendait la voix de mon père, on voyait tout de suite les yeux qui s'illuminaient. Et la période où elle nous a reconnus, c'est étonnamment sur les derniers jours, les derniers jours de vie, quand elle n'était plus en mesure de prendre certains médicaments, et voilà, là, on voyait bien que les yeux étaient connectés, elle reconnaissait ses enfants. Ouais. Beaucoup d'aidants l'ignorent, mais il existe dans la loi, et c'est bien fait, un droit au répit. Oui, un droit au répit, mais vous le dites, beaucoup d'aidants l'ignorent, et en plus il va être surtout pour les salariés. Il est assez limité, c'est 3 mois, il est d'une durée 3 mois que vous pouvez renouveler sur une durée maximale d'1 an par carrière, donc c'est quand même fou, 1 an sur une carrière, attention, il ne faudrait pas non plus en abuser. Donc ce droit il existe, il est peu connu, mais il mériterait quand même d'être étendu, élargi à tous les aidants. C'est important. Alors, parmi tout ce que vous avez expérimenté sur ces 14 années, quels sont les conseils utiles que vous voulez donner à ceux qui nous écoutent ce matin, qui sont aidants et finalement qui commencent ce parcours d'aidant ? Qu'est-ce qui est important de bien comprendre dès le départ ? Dès le départ, accepter d'être aidant, c'est l'une des premières choses. Et d'ailleurs, moi, je le dis. Donc, il faut s'identifier comme aidant. Et ça doit passer par le gouvernement. C'est qu'à un moment donné, il faut qu'on fasse des campagnes de sensibilisation pour savoir qu'on est aidant. Ça passe par là. Tant que vous ne comprenez pas que vous êtes aidant, vous ne comprenez pas 2 choses, que vous avez le droit à des aides, et qu'en plus vous êtes une personne fragile. Parce que accepter et comprendre qu'on est aidant, c'est comprendre qu'on a une santé qui est plus compliquée. Donc une fois que vous avez compris que vous êtes aidant, il y a 2 choses à faire pour moi qui sont essentielles. La première, c'est de voir son généraliste. Alors on est tous débordés en tant que généraliste, on sait que c'est compliqué d'avoir des rendez-vous, on sait que parfois on n'a pas les réponses à tout, mais c'est bien d'aller voir le généraliste. Alors vous dites qu'il faut demander une consultation spéciale. Oui. Alors là, si les généralistes se disent tiens... Oui, mais c'est une consultation parce que souvent on vous voit arriver, pour tous les motifs que ce soit, vous arrivez avec une petite liste et vous voulez le renouvellement des ordonnances, renouvellement de séances de kiné, renouvellement de semaines de podologie, et puis à la fin vous dites au fait mes petits dossiers aussi à remplir, et en 15-20 minutes vous pouvez pas tout gérer. Quand je dis une séance qui est dédiée, c'est que j'aimerais que les aidants viennent et vous disent voilà, aujourd'hui je viens, mais j'ai envie qu'on fasse le point sur les aides humaines, structurelles et matérielles. Et ça, pour ça, les médecins sont formés à ça, les généralistes? Ça devient de plus en plus. Je pense qu'effectivement, moi, dans ma formation de médecin, j'ai jamais eu de cours sur les aides qui existaient. Vous apprenez sur le terrain. Et remplir des dossiers de MDPH, ça prend un temps dingue. Renouveler les ALD, ceci, c'est incroyable. Vous apprenez sur le terrain. Les ALD, c'est aux généralistes de le faire. Oui, bien sûr, mais ça demande beaucoup de temps. Ce que j'entends, c'est que les demandes, la partie administrative demande un temps très important. Et ça, vous l'apprenez pas vraiment pendant... on m'a jamais appris à toutes les aides qui existaient. Donc, vous l'apprenez sur le terrain. Alors, à part votre livre, est-ce qu'il y a par exemple des portails dédiés aux aidants qui recensent toutes les aides auxquelles on peut prétendre? J'allais vous dire, il y a des associations. Je pense que alors, là, dans mon cas, moi, c'était une maladie Alzheimer apparentée, mais je pense aussi aux associations de Parkinson, aux différents types de maladies. Il y a toujours une association qui est associée. Et après le généraliste, il faut aussi aller voir ces associations qui sont les plus à même pour vous orienter avec des aides bien ciblées. Les aides, je vous le dis, 3 axes financières, humaines et matérielles. Ça, c'est capital d'aller voir aussi ces associations. C'est capital de le faire. Vous avez des droits. Alors après, évidemment, il y a la difficulté, c'est si on est soi-même salarié aidant. Donc là, effectivement... Voilà, les dispositifs sont pas extensibles. Mais alors, on n'est pas tous égaux en tant qu'aidant, et ça aussi, je le dis dans le livre. Ça, pour moi, c'est des choses qui doivent avancer. Mais après, parfois, vous avez aussi des choses contractuelles avec votre entreprise qui, parfois, certaines, on saisit le problème en main parce que ça va exploser. Si on s'occupe pas des aidants, ça va être un enfer dans quelques années. On dit qu'il y aura un actif sur 4 qui sera aidant en 2030. C'est dans 7 ans. Donc, certaines entreprises ont saisi le problème et ont déjà mis en place des solutions pour les aidants, pour essayer de les accompagner et surtout de ne pas culpabiliser. C'est-à-dire que c'est quand vous ne pouvez pas aller bosser le lendemain, ou l'après-midi parce que vous avez votre fils à accompagner ou votre maman ou votre papa qui n'avait pas prévu de se casser le coude ce jour-là, vous n'avez pas le choix. Il y a des entreprises qui aujourd'hui accompagnent et ça, j'espère que ça va se développer partout. D'autres enseignements à partager? Pour moi, les enseignements, c'est de prendre soin de soi. Je vous en parlais tout à l'heure, mais je ne veux pas faire culpabiliser les gens parce que vous le disiez à juste titre, un aidant
qui est bien dans sa tête, enfin qui essaie d'être bien, c'est que comme ça que vous pourrez bien aider un proche malade. Donc il faut vraiment être accompagné sur, si vous le pouvez, faites-le d'aller voir un psychologue. Moi, au sens large, j'aimerais je vous en parlais sur les auxiliaires de vie qui font un travail incroyable. J'aimerais qu'elles soient un peu plus reconnues. J'aimerais elles sont payées rien du tout alors qu'elles font un travail de dingue. Elles sont essentielles pour le maintien à domicile dans des bonnes conditions. Aujourd'hui, on a quand même l'hôpital qui se casse quand même, qui est déjà bien effondré. Les généralistes, on est débordés, on ne sait plus comment faire pour gérer les demandes. Et aujourd'hui, ce qui permet aussi un peu de tenir et de ne pas être débordé, c'est les aidants. Parce qu'en fait, les aidants aident beaucoup. Ils aident à maintenir le système. Exactement. Et si on ne prend pas soin des aidants maintenant, dans 7 ans, même un peu avant, ça va nous exploser à la figure. Donc il faut absolument développer tout ce système et de maintien à domicile dans des bonnes conditions. Quelqu'un qui devient aidant, a priori, ne sait vraiment pas à quoi il s'engage quand même. Il faut expliquer que c'est un parcours auquel on ne sait pas où on va. C'est même pas un engagement. C'est-à-dire que vous rentrez dedans. Moi, au début, quand j'ai commencé tout bêtement à mettre une capsule de café dans la machine à café de ma mère, j'ignorais que ça allait me prendre 14 ans et que ça allait s'aggraver. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, je pense que si une petite voix était venue me dire, écoute, voilà, dans 14 ans, voilà le chemin que tu vas endurer pendant 14 ans, plus de vie, plus de sorties, ta vie personnelle, tu la mets de côté, je pense que j'aurais dit... Quand on dit ta vie personnelle, tu la mets de côté, c'est pas de vacances, pas de ciné, pas de... Même la vie privée. C'est-à-dire que la vie privée, quand vous êtes... Alors, je dis pas que c'est incompatible. Moi, je connais des aidants qui ont quand même construit une famille et qui aident leurs proches. Mais vous faites beaucoup de sacrifices. Ça, c'est vraiment être aidant, c'est sacrifier beaucoup de choses. Après, il y a des choix, il y a des choses à faire, mais moi, j'ignorais tout ça. Enfin, il y a des choix, et aujourd'hui, je regrette pas. Je regrette pas du tout le chemin que j'ai fait. Mais c'est compliqué, c'est extrêmement douloureux. Donc oui, quand on est aidant, on l'apprend en marchant. C'est-à-dire que plus vous avancez, vous dites en fait, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis aidant. Quel sens de vous donner au mot pas ikigai, résilience aujourd'hui? Résilience, aujourd'hui, en fait, je lisais un peu partout ce mot résilience qui était très à la mode sur les kiosques de magazines psychologiques, et je me suis dit, je sais pas du tout ce que c'est. C'était avant le microbiote. C'est ça, il y a des mots comme ça qui apparaissent. Cyrulnik, c'était avant le microbiote, maintenant, bon. Il y a un peu des mots comme ça qui percutent. Et bien écoutez, c'est cette capacité finalement à rebondir, après avoir vécu des choses extrêmement compliquées, et aller encore de l'avant. C'est-à-dire que... Je considère qu'avec mon frère, on a réussi à passer des moments un peu compliqués. Alors aujourd'hui, et mes parents sont partis et c'est difficile, ils me manquent terriblement. Mais effectivement, je pense que cette résilience, elle a un sens. Je mets un mot dessus parce qu'en fait, c'est cette capacité finalement à surmonter les épreuves. Et d'ailleurs, moi, je trouve que les aidants ont des capacités incroyables d'adaptation, des capacités aussi d'échange, de relationnel, de créativité. Et ça, quand on dit que les salariés, moi, quand je pense aux aidants salariés dans les entreprises, il faut absolument les mettre en valeur. Ça devient des vrais chefs d'entreprise, les aidants. Mais carrément. Enfin, moi, je trouve qu'on a réussi à mettre en place des choses parce que la maladie, elle évoluait, et à chaque fois, ça devenait de plus en plus compliqué pour déjouer les pièges qu'elle était en train de nous mettre. On devait absolument trouver des solutions. Quand ma mère n'arrivait plus à boire, mon père a récupéré le gobelet en plastique où il y avait les brosses à dents, il a limé la partie supérieure en forme de lune pour plus que ça vienne bloquer sur le nez. Il était tellement fier de montrer son invention. J'ai dit, papa, ça existait déjà, ça, tu n'auras pas le concours Lépine avec ça. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on a une forme de créativité. Les aidants ont une forme d'adaptation, créativité, une capacité aussi d'échange avec son entourage qui est juste incroyable. Il faut absolument privilégier et encadrer et souligner les aidants. Et aujourd'hui, vous mettez votre voix au service de la voix des aidants. C'est une mission pour vous. Donc vraiment, vous allez en parler, vous allez contribuer à mieux les faire connaître, à mieux faire connaître leurs droits. Alors moi, je suis un ancien aidant parmi les 11 millions d'aidants aujourd'hui. On a tous des histoires différentes. J'ai envie d'apporter... j'ai cette petite médiatisation télé. J'ai une histoire qui a été extrêmement difficile, et je me dis, si j'arrive à mettre un petit coup de projecteur sur les aidants, c'est déjà une bonne chose. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce livre. Même si je raconte mon témoignage et ce récit au travers de mes parents, j'ai quand même voulu, au travers de l'écriture, délivrer des conseils sur ce que nous, on a pu mettre en place de manière pour essayer d'accompagner au maximum. Et puis, j'ai aussi envie quand même, à la fin, je parle de toutes ces choses que le gouvernement, quand même, réveillez-vous, quoi. Sinon, on va tous plonger. Il faut des personnes médiatiques pour faire... Oui, et encore, moi, j'ai une petite exposition et je me dis, voilà, non, elle est minime. Et je me dis, si je peux faire avancer les choses de ce côté-là, je le fais. Avec toute humilité possible. C'est quelque chose qui me tient à cœur, et donc j'essaie d'avancer un peu avec ma voix.
Vincent Valinduc sur Beurre FM. Je rappelle que vous publiez Je suis devenu le parent de mes parents aux éditions Stock. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et puis vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous, Vincent. Merci à vous, merci pour l'invitation. Voilà, c'est la journée nationale des aidants. Et voilà, on pense à eux, à tous ceux. Et moi je les félicite et bravo pour tout ce que vous faites. Et très belle journée santé sur Beurre FM.